Cette semaine en enquête, des parents de pays riches qui veulent désespérément un enfant. Même si c'est cher, même si c'est fou, même si ça fait peur, on t'offre le rêve de ta vie. Des femmes de pays plus pauvres prêtes à louer leur ventre pour améliorer leur sort. C'est pour l'argent surtout. Pour la famille, les enfants, certaines femmes n'avaient pas assez d'argent pour nourrir toute leur famille. Et retour sur l'intimidation à la chasse. Une réforme dans les EC soulève les passions. Vous autres, vous êtes combien? On est 3 gars. Est-ce que je cherche présentement une équipe de Radio-Canada? Est-ce qu'on a autorisé à ce que nos débats soient publics? Le gros mot que je trouve qui englobe tout ça, que c'est important, c'est le mot « respect ». Bienvenue à Enquête. Chaque année, plusieurs Canadiens vont à l'étranger pour trouver une mère porteuse et réaliser leur rêve d'avoir un enfant. Le Canada permet la gestation pour autrui, mais il est interdit de rémunérer les mères porteuses. Pour les couples infertiles, le Mexique est le nouvel Eldorado. Mais c'est un marché peu réglementé, particulièrement du côté des intermédiaires entre parents et mères porteuses, les agences. L'histoire de l'une d'entre elles montre que lorsque ça tourne mal, parents comme mères porteuses sont laissés à eux-mêmes. Avec son soleil, ses eaux turquoises, ses plages, ses hôtels de luxe, la ville mexicaine de Cancún attire chaque année près d'1 million de touristes québécois et canadiens. Mais un nombre grandissant d'entre eux y viennent pour tout autre chose que des vacances. Ils viennent chercher une mère porteuse pour enfin réaliser leur rêve, avoir un bébé. Il y a moins de possibilités au Canada parce que les mères porteuses ne peuvent pas le faire pour l'argent. Donc, l'autre option, c'est de se tourner vers un autre pays. Ron et son épouse ont choisi le Mexique, la nouvelle destination internationale de la gestation pour autrui, où toute une industrie se développe à grande vitesse, sans réglementation. Mais bébé et business font-ils bon ménage? Les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants sont désespérés. Peut-être qu'ils sont des proies plus faciles pour ceux qui cherchent à les tromper. Marisol Garibay est propriétaire de Babies at Home, une agence de mères porteuses basée à Cancún. Ce matin-là, elle accompagne à la clinique de fertilité 2 candidates venues de l'autre bout du Mexique. Avant d'être acceptées, les femmes devront passer plusieurs examens médicaux et remplir tous les critères pour être mère porteuse. Nous embauchons des femmes qui ont entre 18 et 36 ans, des mères célibataires qui ont au moins un enfant. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de cigarettes. Le poids et la taille sont aussi très importants. Pas plus de 30 de masse corporelle. L'agence Babies at Home a le vent dans les voiles et elle a besoin de mères porteuses. Cette année, jusqu'à maintenant, nous avons eu 7 grossesses. Nous avons 13 autres contrats et nous croyons que nous pourrons nous rendre jusqu'à 30. C'est un boom. Tout le monde a les yeux vers le Mexique maintenant. C'est un marché très prometteur. Le Mexique est le plus récent maillon d'une véritable chaîne internationale de production de bébés. Les prix varient selon les éléments choisis. 1 ou 2 mères porteuses, avec 1 ou 2 bébés. Les donneuses d'ovules sont-elles mexicaines ou caucasiennes, ce qui coûtera plus cher. La technologie permet maintenant d'expédier sperme, ovules et embryons aux 4 coins de la planète. Moyennant un supplément, vous pourrez aussi sélectionner le sexe de votre enfant. Et une fois la gestation complétée, vous n'aurez qu'à vous déplacer à la toute fin pour venir chercher le bébé. Si le marché s'est développé récemment au Mexique, c'est parce que d'autres pays ont resserré leurs règles. L'Inde n'accepte plus que les couples hétérosexuels mariés, tandis que la Thaïlande, secouée l'été dernier par des scandales, l'interdit maintenant aux étrangers. Il y a d'abord eu un couple australien accusé d'avoir abandonné un petit garçon trisomique à sa mère porteuse, puis la découverte dans un appartement de 9 bébés vivant avec leur mère porteuse. Les bébés avaient tous le même père biologique, un riche japonais,
qui voulait une nombreuse descendance. De nouvelles agences apparaissent. Si vous allez sur Internet, vous pourrez en trouver une douzaine. Quand il y en a trop, c'est facile de perdre le contrôle. Jusqu'à décembre 2013, Marisol Garibay était à l'emploi de Planet Hospital, une agence fondée par Rudy Rupak, un Canadien qui a vécu plusieurs années à Montréal, et le père autoproclamé du tourisme médical mondial. C'était un pionnier. C'était un concept tout à fait nouveau. Son agence a été la première à s'installer à Cancun. Avant de se lancer au Mexique, les activités de Rudy Rupak étaient surtout concentrées en Inde. C'est la Mecque de la gestation pour autrui, avec ses quelques 3000 cliniques de fertilité. Une industrie estimée à 400 millions de dollars par année. C'est là que Denis Doyon et son conjoint ont décidé de se rendre en 2010. Et là, on t'offre sur un plateau d'argent, même si c'est cher, même si c'est fou, même si ça fait peur, on t'offre le rêve de ta vie. Et tu t'accroches à ça et tu veux y croire, tu sais. À 32 500 $, le rêve semble accessible. Le couple rencontre Rudy Rupak à l'hôtel Delta de Montréal. Il y avait vraiment tout le côté d'un homme d'affaires avec le sourire, très prévenant, très jovial, bon sens de l'humour. Rudy Rupak est un entrepreneur touche-à-tout. Il a entre autres été scénariste et producteur de films de série B à Montréal. Strap yourself in for a crash course in comedy at Snowboard Academy. Il y fait même une petite apparition. C'est de Los Angeles qu'il lance en 2002 son entreprise de tourisme médical Planet Hospital. 4 ans plus tard, il ajoute la gestation pour autrui à son offre de services médicaux. On l'a affiché sur notre site web pour voir ce que ça donnerait. Et on a vraiment été étonné du nombre de réponses que ça a suscité. Planet Hospital bénéficie aussi d'une couverture abondante dans les médias. Mais sous ce succès apparent, tout ne tourne pas rond à Planet Hospital. On a commencé à réaliser que, OK, le Planet Hospital et la clinique commencent à s'engueuler entre eux. Un accusait l'autre de ne pas envoyer l'argent, l'autre accusait l'autre de ne pas faire ses essais comme il faut, ou des Rupak ne répond plus, ou c'est vague. Et là, on nous avait même suggéré, regardez, nous, on regarde pour changer de clinique. Inquiet, Denis Doyon et son conjoint décident de laisser tomber Planet Hospital et de transiger directement avec la clinique en Inde, avec qui ils ont déjà établi de bons contacts. J'avais plus confiance en Planet Hospital à ce moment-là. Aux États-Unis aussi, certains employés de la compagnie se posent des questions. Des clients commencent à se plaindre. Il y avait des malentendus et de la confusion concernant le nombre de transferts survenus et le moment où ces transferts d'embryons avaient eu lieu. Le Dr Samit avait aussi commencé à exprimer des inquiétudes et des frustrations par rapport à Rudy. Le Dr Samit Sekar, le médecin associé à Rudy Rupak en Inde, l'accuse même de lui avoir volé son identité pour correspondre avec les patients. Il a porté plainte en Inde. Nous nous sommes aperçus que Rudy avait créé son propre domaine avec des emails très semblables à ceux du Dr Samit pour tenter de se faire passer pour le médecin auprès des clients. Il était toujours en retard dans ses paiements, alors il devait toujours inventer des histoires pour couvrir ses mensonges. Rudy Rupak affirme que c'est le médecin qui lui a demandé d'utiliser une de ses adresses courriels pour répondre aux clients. Et il contre-attaque en remettant en cause ses qualifications. En février 2013, notamment, dit-il, en raison de ses problèmes avec des cliniques douteuses, il annonce qu'il n'offrira plus de gestation pour autrui en Inde. Il mise maintenant sur le Mexique. Je ne pense pas qu'il ait voulu blesser personne. C'est seulement le résultat d'une mauvaise gestion financière. Je crois qu'il était désespéré et quand une nouvelle occasion s'est présentée, il l'a saisie aussitôt. Nous avons toujours voulu avoir des enfants. Ça doit faire maintenant 17 ans. Ron Van Prague et son épouse ont tout essayé. Mais après l'échec de plusieurs traitements de fertilité, ce couple de la Colombie-Britannique a dû se résigner. Kaiko ne pourra jamais porter un enfant. Ils essaient en vain de trouver une mère porteuse au Canada et aux États-Unis, c'est trop cher. Ils entendent alors parler de Planet Hospital. Quand j'ai parlé à Rudy, il m'a dissuadé d'aller en Inde. Il a plutôt vanté le Mexique.
Il disait que le Mexique était plus proche, que tout y était plus facile. Par contre, à Cancun, Marisol Garibay déchante rapidement. Elle se plaint qu'elle n'a pas assez d'argent pour bien prendre soin des mères porteuses de Planet Hospital. Je n'avais pas assez d'argent pour nourrir tout le monde ou acheter tous les médicaments. Par exemple, j'achetais une boîte de progestérone et je coupais des petites bandes à partager entre les filles. Rudy disait, Marisol, je fais de mon mieux. C'est tout ce que je peux faire. Nous avons des problèmes financiers. Tiens bon. À l'automne 2013, Planet Hospital informe Ron qu'il y a un problème avec sa mère porteuse et qu'on va lui en trouver une autre. Puis, plus de nouvelles. J'appelais Rudy et il ne me répondait jamais. Je lui ai laissé des messages, envoyé des courriels, mais je n'avais jamais de réponse. Ça a été comme ça, je dirais, pendant 3 mois, 6 mois. Comme en Inde, les relations se détériorent au Mexique avec la clinique associée à Planet Hospital. La clinique se plaint de ne pas être payée, tandis que Rudy Rupak affirme qu'elle ne respecte pas leur entente. Le jour de Noël, Marisol Garibay reçoit un message par courriel et c'est tout un choc. Il disait merci. Nous commençons une nouvelle année. Nous passons à de meilleures choses. Nous nous retirons de la gestation pour autrui au Mexique. Au revoir. J'avais 5 femmes enceintes et 4 d'entre elles qui avaient commencé le processus. Alors maintenant, j'ai cette maison avec 11 personnes, femmes et enfants, et je ne sais pas quoi faire. Par le biais de son avocat, Rudy Rupak affirme avoir envoyé tout l'argent nécessaire pour s'occuper de toutes les mères porteuses jusqu'à l'accouchement. Quoi qu'il en soit, c'est la panique du côté des parents, selon Marisol Garibay. Il y a des gens qui m'ont appelé et je n'avais pas entendu parler d'eux. Ils avaient déjà payé. Ils n'étaient jamais venus à Cancun. Ils ont commencé à dire « Je veux mon argent. Je veux ma mère porteuse. Je veux un bébé. » Quand mon transfert a-t-il lieu? Ils voulaient tous quelque chose. Et je n'avais pas de réponse pour eux. Pour les mères porteuses, les employés, les clients, tout s'écroule. Ron Van Prague dit qu'il a perdu beaucoup plus que les 15 500 $ versés en vain à Planet Hospital. C'est pas seulement l'argent, c'est aussi le temps perdu. Ma femme et moi vieillissons. Et à chaque échec, c'est une autre année qui s'écoule sans que rien ne se passe. 3 ex-clients se sont adressés aux tribunaux américains pour forcer Planet Hospital à la faillite. Selon Rudy Rupak, ce sont ces démêlés juridiques qui l'empêchent de respecter l'offre de remboursement faite à plusieurs de ses anciens clients. En Inde, comme au Mexique, il rejette tous les blâmes sur d'ex-employés et cliniques qu'il dit malhonnêtes. Après la pause, à la rencontre de mères porteuses. Il faudrait que la mère porteuse soit traitée comme une personne, pas comme un objet comme le micro-ondes qui réchauffe la bouffe. Certains des parents victimes du fiasco de Planet Hospital ont abandonné leur projet de bébé. D'autres ont pu terminer le processus avec l'une des nombreuses agences qui se sont installées au Mexique depuis. Nous sommes allés voir comment se développe ce nouveau marché mexicain des ventres alloués et surtout quelle place y occupent les mères porteuses. Un an après leur déboire avec Planet Hospital, Ron Van Prague et sa femme n'arrivent toujours pas à renoncer à leur projet d'avoir un bébé. Ma femme ne veut pas y renoncer. Alors on s'en va à Los Angeles voir notre spécialiste en fertilité. C'est mieux que de ne rien faire. Attendre ne nous a pas donné grand-chose jusqu'à maintenant. Après plusieurs mois de confusion, le couple a appris que les embryons envoyés à Planet Hospital sont toujours dans une clinique au Mexique, prêts à être utilisés. Je sens que l'espoir renaît. Malgré leur budget serré, Ron et Keiko vont finalement décider de tenter à nouveau leur chance avec une mère porteuse au Mexique. Ça va vous coûter combien cette fois-ci? À peu près 50 000 $. C'est pour la nourriture et leurs autres dépenses. Elles sont dans une grande maison. On prend bien soin d'elles.
C'est dans ce quartier sécurisé de Cancun que sont situées les 2 maisons d'hébergement de Surrogacy Beyond Borders, l'agence californienne choisie par Ron et son épouse. Nous espérions rencontrer la mère porteuse de Ron et de sa femme, mais aucune n'était encore disponible pour recevoir leurs embryons au moment de notre passage. 3 femmes sont déjà enceintes et 5 ont eu un transfert d'embryons. Je savais qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant. Cindy Reyes a vu une annonce dans un journal disant qu'on cherchait des mères porteuses. Avant de venir ici avec sa fille, Camila, elle travaillait dans un café. Nous aidons ces personnes et elles nous aident en même temps. C'est une aide mutuelle. Une des raisons pour lesquelles je suis venue, c'est parce que je voulais continuer mon baccalauréat et payer l'école de ma fille. Toutes les femmes interrogées se disent heureuses d'aider des familles à avoir des enfants. Mais la coordonnatrice de la maison croit qu'elles viennent principalement pour une raison. C'est pour l'argent surtout, pour la famille, les enfants. Certaines femmes n'avaient pas assez d'argent pour nourrir toute leur famille. Certaines mères porteuses de Surrogacy Beyond Borders habitent dans leur propre maison, mais l'agence préfère qu'elles soient hébergées ici. J'ai plus de contrôle parce que j'ai des règles dans cette maison. Quand c'est l'heure de se coucher et la nourriture est plus saine ici. Quoi qu'il en soit, au moment de l'accouchement, toutes les mères porteuses, sans exception, devront se diriger vers l'État de Tabasco. Situé à 720 km de Cancun, c'est le seul État du pays où la gestation pour autrui est légale pour les étrangers. La capitale, Villahermosa, est une ville industrielle où ce nouveau marché des bébés ne fait pas l'unanimité. Ceux qui y participent préfèrent parfois rester discrets. Ils vont dire que je suis folle et que je fais des enfants pour les donner ou les vendre. Xioma Rapace est mère de 2 enfants. Elle est enceinte à nouveau de 6 mois. Mais le bébé, cette fois, est destiné à un couple gay israélien. Une information qu'elle ne partage pas avec tout le monde ici. Je n'ai pas beaucoup d'amis et je ne veux pas trop m'en faire parce que je ne veux pas que les gens me questionnent sur son sexe, qu'ils me demandent de le voir quand il va naître. Un tabou entoure la question des mères porteuses au Mexique, particulièrement lorsqu'il est question de leur rémunération. Bien que le Code civil de Tabasco soit muet sur cette question, c'est une zone grise et le malaise est palpable. C'est ce que nous avons constaté en nous présentant comme des clients à la recherche de mères porteuses. Is it legal to give the compensation here in Mexico? I believe what she's doing is considered altruistic. Is it legal to pay the surrogate? Well, it's illegal. That's why we call compensation. Compensation is given to her because of the time spent for food, clothing. Nosotros no lo manejamos como algo donde tú estás rentando y estás dando un dinero a... No, lo hacemos como un apoyo a la chica. Pero en realidad no manejamos, en los contratos que tú firmas, no manejamos cuestiones económicas. En ningún momento en el contrato va a venir una cantidad en pesos que tú le estás dando a la chica. Pour Ron Van Prague, la nature commerciale de son entente avec la mère porteuse ne fait pourtant aucun doute. En fin de compte, c'est une transaction financière. Dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de... Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de donner presque une année de sa vie par pure bonté et de ne pas être compensé pour cela. On peut comprendre qu'il y a une compensation. Sur les quelques 49 000 $ américains que Ron va verser à l'agence, 11 000 iront pour les frais d'hébergement de la mère porteuse. L'agence demande 9 000. Le reste des 16 000 $ sert à défrayer les coûts légaux et surtout médicaux. La mère porteuse, elle, recevra 13 000 $. De ce que je comprends, elle gagne plus d'argent de cette façon que si elles occupaient bien d'autres emplois en Inde et au Mexique. Ce n'est pas comme si on les forçait à se prostituer ni rien de ce genre. C'est leur propre choix. Selon nos recherches, la plupart des agences offrent autour de 13 000 $ aux mères porteuses.
ce qui équivaut à peu près au revenu annuel moyen d'un ménage mexicain. Xiomara Paz croit que ce n'est pas assez. Ici, au Mexique, ce n'est vraiment pas cher la gestation pour autrui. Aux États-Unis, ça coûte le double ou le triple. Nous gagnons moins et nous souffrons plus. Lorsque Xiomara a décidé de devenir mère porteuse, elle s'est d'abord retrouvée avec l'agence Babies at Home de Marisol Garibay. En mars 2014, l'agence venait d'emménager dans une nouvelle maison. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas d'air climatisé. Nous avons été 2 jours sans nourriture. Xiomara dit qu'elle se sentait aussi contrôlée. Pour ne pas qu'on sorte, ils mettaient des cadenas dans la porte. Et c'est là que j'ai dit à mon mari que j'en avais assez. Elle m'a dit que si je partais, je devais lui payer 7000 pesos parce que c'était ce qu'elle avait investi en moi. 3 jours avant le transfert d'embryons, sous un faux prétexte, Xiomara a quitté l'agence. Aujourd'hui, elle est avec New Life, une entreprise qui a des bureaux un peu partout dans le monde et qui garde les mères porteuses chez elles avec leurs conjoints et leurs enfants. Je suis chez moi, dans ma maison, avec mes enfants, ma famille, et personne ne me crie après. Nous avons parlé à d'autres mères porteuses qui ont émis des critiques à l'endroit de l'agence de Marisol Garibay. Lorsque nous sommes retournés à Babies at Home pour lui faire part de ses reproches, elle s'apprêtait à partir en voyage d'affaires. Mais elle a accepté d'y répondre rapidement. Tout ça est complètement faux. La porte est toujours fermée à clé pour leur sécurité. Elles peuvent sortir quand elles le veulent. Les mères porteuses disent qu'il n'y avait pas d'eau et d'électricité. Comment pouvions-nous avoir Internet si on n'avait pas d'électricité? Difficile de faire la part des choses, surtout lorsqu'aucun organisme ne réglemente ni ne supervise cette industrie de la gestation pour autrui. Pour Isabelle Fulda, dont l'organisme défend les droits des femmes en matière de reproduction au Mexique, une chose est claire, les mères porteuses sont vulnérables. Malheureusement, il y a un manque de réglementation. Et même si de nombreux futurs parents se préoccupent du bien-être des femmes, ça dépend de leur bonne volonté, de celle de l'agence ou de la clinique. Donc, ça varie énormément. Il n'y a pas de véritable protection pour les femmes. Ça dépend toujours de quelqu'un d'autre. Nous avons pu constater à quel point les normes et pratiques peuvent varier selon les agences ou les cliniques. Un exemple troublant est le recours aux naissances par césarienne. Certaines laissent le dernier mot aux mères porteuses, mais plusieurs les pratiquent systématiquement pour se synchroniser avec l'horaire de voyage des futurs parents. Todos los embarazos los resolvemos por cesárea. Por ejemplo, aquí, a este paciente, que le enviamos un correo el 10, le mandamos con muchísima anticipación. Fecha ideal, día 10 de marzo para la cesárea. Quant à une protection médicale pour les mères porteuses, ces agences n'en offrent pas. No insurance exists for surrogates in Mexico. Do we have to provide insurance for the mother? No, it's not obligated. Some mothers ask for this, and I need to ask for the parent because it's not your obligation. In not like company, no, we don't do that. So what happens if she has like trouble on her side? We haven't had that happen yet. On écoutait déjà leur cœur. Ils allaient bien. Mais à un moment donné, j'avais le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Au printemps 2013, Adriana Rincon s'est retrouvée à Cancún dans la maison d'hébergement de Planet Hospital, enceinte de jumeaux. Mais 2 mois et demi plus tard, un examen médical révèle que les embryons n'ont pas survécu. Ils n'ont rien fait. Ils m'ont donné seulement quelques médicaments à avaler et à m'introduire. De 23h à 6h du matin, j'étais dans une salle de bain, seule, avec des douleurs intenses. Adriana soutient qu'aucun responsable de la maison n'était là lorsqu'elle a perdu les bébés dans cette salle de bain, que c'est seulement le lendemain matin que la propriétaire Marisol Garibay l'a accompagnée à la clinique pour un curetage. 2 jours plus tard, dit-elle,
l'agence l'a renvoyée à Mexico, avec en poche une petite fraction des 15 000 $ qu'elle devait recevoir à la naissance des jumeaux. Ils m'ont envoyé ici et rien d'autre ne s'est passé depuis. Cette situation m'a fait très mal. Marisol Garibay rejette catégoriquement les accusations d'Adriana Rincon. Cette histoire est complètement fausse. Donc cette femme, elle n'a jamais perdu les bébés dans la salle de bain durant cette nuit? Non, elle n'a rien perdu du tout. Les bébés étaient encore en elle. Ils ont été retirés dans le bureau du médecin? Dans le bureau du médecin. OK, donc elle n'était pas toute seule lorsqu'elle a perdu les bébés. Je peux vous envoyer les dossiers médicaux? Oui, d'accord. Selon Marisol Garibay, les agences s'arrachent présentement les mères porteuses. Elle s'est dite victime d'une campagne de salissage montée par ses compétiteurs pour s'emparer du marché. Mais nous n'avons jamais reçu les factures et les dossiers médicaux qu'elle devait nous faire parvenir. Xiomara Paz est devenue mère porteuse pour venir en aide à sa mère, aux prises avec de graves problèmes financiers. Dans 3 mois, si tout va bien, les 2 pères israéliens viendront chercher leur bébé. Le premier et le dernier, dit-elle, qu'elle portera pour quelqu'un d'autre. Les agences ne voient plus le côté humain de créer une famille. Elles voient ça comme une business. Tout est commercial. Tout est un signe de pesos. Mais comme ici au Mexique, ils n'ont passé aucune loi et qu'ils n'ont pas fait d'enquête, ça va prendre du temps pour qu'ils prennent en compte les mères. Après la pause, grossesse multiple et bébé prématuré. On nous a demandé si on voulait garder les triplés ou si on devait retirer 1 ou 2 embryons. Le gouvernement canadien ne compile pas de statistiques sur ses citoyens qui vont à l'étranger pour faire appel à une mère porteuse. Mais un projet pilote réalisé l'an dernier a révélé qu'en 10 mois seulement, 70 demandes de citoyenneté canadienne ont été présentées en aide pour des enfants nés de mères porteuses. Voici le témoignage de 3 parents. Leur parcours a été semé d'embûches et ils soulèvent des questions sur l'éthique de certaines pratiques médicales. L'hôpital Angeles de Villahermosa, au Mexique. Lors de notre passage ici, nous avons appris qu'un couple de la Colombie-Britannique y était presque jour et nuit depuis 5 semaines, au chevet de ses jumeaux nés d'une mère porteuse. Il semble que nous ayons été malchanceux en ce qui concerne nos bébés. Toutes les choses qui auraient pu mal aller se sont produites. Son épouse, très éprouvée, n'a pas voulu nous accorder d'entrevue ni qu'on filme les bébés. Mais l'homme a accepté de nous parler à condition que nous ne révélions pas son identité. Tout allait bien et puis soudainement, on reçoit un appel pour nous dire que les bébés arrivent. Venez vite. Les bébés sont nés prématurément à 30 semaines. Il y a eu des complications. La petite fille s'est retrouvée dans un état critique et les parents sans assurance pour faire face à ces frais médicaux supplémentaires. Ils nous ont dit, on n'a jamais eu ce genre de problème. Et si ça arrive, il faudra peut-être rester 1 ou 2 semaines de plus. Et ça vous coûtera 5 ou 10 000 $ supplémentaires. Le couple dit qu'il doit maintenant rembourser plus de 100 000 $ en frais d'hôpital. Je ne veux décourager personne de faire appel à la gestation pour autrui, mais c'est tellement nouveau pour plusieurs Canadiens. Ils ne savent pas comment s'y prendre avec tout ce processus. Grossesse multiple, bébés prématurés, complications médicales et factures salées, bien sûr, tous les cas de gestation pour autrui à l'étranger ne se terminent pas de cette façon. Mais dans ce marché commercial où les enjeux émotifs et financiers sont énormes, fait-on courir de plus grands risques aux mères porteuses et aux bébés. Après avoir laissé tomber Planet Hospital en 2011, c'est avec une clinique en Inde que Denis Doyon et son conjoint avaient décidé de poursuivre leur projet de bébé. On avait le choix d'utiliser une mère porteuse ou 2 mères porteuses à la fois. Que nous, on a refusé les 2 mères porteuses à la fois parce que c'était trop cher. Eux, leur façon de faire en Inde, c'est qu'ils implantent 5 embryons dans une mère porteuse. Mais on ne peut pas avoir plus que des jumeaux. Le couple avait payé pour 8 transferts d'embryons. 1 an plus tard, après 7 échecs, il a finalement reçu la nouvelle qu'une mère porteuse était enceinte de jumeaux.
C'est fou. La dernière fois, c'est là que ça a fonctionné. C'est comme dans un film. Là. Qui décide du nombre d'embryons qu'on implante? Ces deux autres Québécois se sont plutôt tournés vers le Mexique pour trouver une mère porteuse. Il y a tout un tableau dans la clinique de fertilité où on voit plein de bébés jumeaux, de bébés triplés. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est tout ça? Ceux que nous appellerons Pierre et Antonio se sont organisés seuls, sans intermédiaire, en traitant directement avec une clinique située dans l'État de Guanajuato. La gynécologue nous a dit j'aurais peut-être une personne qui serait prête à porter les enfants pour vous autres. Et elle nous a présenté cette dame-là. Tout s'est déroulé de façon clandestine, puisque la gestation pour autrui n'est légale pour les étrangers que dans un seul État au Mexique, celui de Tabasco. Seul leur médecin était au courant que la patiente était une mère porteuse. Pour eux, c'était pas connu. On croyait que la dame qui portait les enfants était la conjointe. D'ailleurs, comme c'est passé à l'hôpital, ça a été comme des cachettes, des menteries. En Inde, les choses se précipitent pour Denis Doyon. Au moment où on organisait le voyage, on a reçu un courriel comme quoi que le travail était commencé. À 33 semaines, les jumeaux s'annoncent plus tôt que prévu. Le couple n'arrivera pas à temps pour la naissance. Les enfants étaient en santé, tout était beau, là. Et puis, on est retourné dès qu'ils ont atteint, je dirais, presque 4 livres, là, on nous autorise de partir. Au Mexique, les médecins avaient implanté 3 embryons dans la mère porteuse en avertissant Pierre et Antonio qu'il y avait des chances d'avoir des jumeaux. Mais contre toute attente, les 3 embryons survivent. On nous a demandé si on voulait garder les triplés ou si on devait retirer 1 ou 2 embryons. Et à ce moment-là, moi, j'ai discuté avec la gynécologue et j'ai demandé, je pense que c'est pas à moi de prendre la position, c'est à la maman qui porte les enfants. Ils garderont les 3. Puis, une autre surprise, un des enfants est trisomique, ce qui n'avait pas été détecté avant la naissance. J'ai toujours dit, avant d'avoir des enfants, ce que j'aimerais, moi, c'est être famille d'accueil pour enfants trisomiques. Et aussi drôle que ça puisse le paraître, un est apparu dans ma maison et c'est le mien. Mais l'aventure n'est pas encore terminée. Les enfants nés à 31 semaines sont transférés aux soins intensifs. 2 d'entre eux ont des problèmes pulmonaires. 1 mois plus tard, l'hôpital apprend qu'une inspection gouvernementale doit bientôt avoir lieu. C'est ce qui a précipité un petit peu la sortie des enfants de l'hôpital. Les médecins n'avaient pas nécessairement le goût de voir qu'il y avait 2 pères qui avaient procédé à travers une mère substitut, etc. Donc, on nous a laissé sortir avec les enfants en disant qu'il était hors de danger. On a transformé notre hôtel dans une unité de soins intensifs. On a acheté au Mexique des équipements médicaux, donc les saturomètres, des casques de scaphandres pour mettre l'oxygène. Non, ça a été pour ce bout-là, ça a été vraiment pas facile. Finalement, les triplés se sont rétablis. 3 mois après leur naissance, toute la famille est revenue au Québec. La mère porteuse avait signé une autorisation pour permettre aux enfants de quitter le Mexique avec Pierre, le père biologique. Le couple les a ensuite adoptés. Mais en Inde, pour Denis et son conjoint, l'histoire va se terminer de façon plus dramatique. 9 jours après leur sortie de l'hôpital, les jumeaux ont attrapé une pneumonie. La petite est la plus fragile. Elle avait guéri de la pneumonie. C'est plus une hémorragie subite qui a comme causé problème. La petite fille ne survivra pas. Elle mourra à 6 semaines. La clinique en Inde affirme que le bébé est décédé des suites d'une pneumonie d'aspiration. Cela survient lorsque du liquide contenu dans l'estomac est aspiré par les poumons lors d'un boire, par exemple. Mais Denis Doyon est persuadé que la prématurité des jumeaux a augmenté les risques. C'est sûr que si les enfants étaient nés à 38 semaines, plus gros, plus forts, il y a bien des facteurs. On a quand même côtoyé d'autres parents qui venaient des 4 coins de la planète. Là. Je pense que j'ai pas vu aucune naissance à 38 ou 39 semaines. Une étude publiée en Australie l'été dernier a révélé que les grossesses à risque sont nombreuses parmi les parents qui font appel à des mères porteuses à l'étranger.
Sur un échantillon de 112 couples australiens, près de la moitié ont eu des bébés prématurés et dans 55% des cas, il y a eu des grossesses multiples, avec toutes les complications que cela peut entraîner. Malgré tout ça, vous le referiez, vous pensez? C'est fou, hein, mais je pense que oui. Oui, parce que, en fait, il y a quand même un enfant qui est né, qui nous a rendu ce qu'on voulait vivre. Tous les parents à qui nous avons parlé seraient prêts à répéter l'expérience. Et la demande n'est pas prête de diminuer, tant du côté des couples gays qu'hétérosexuels, l'infertilité ayant doublé en 20 ans au Canada. Lorsqu'un pays resserre ses règles, l'industrie se déplace ailleurs sur la planète. De plus en plus de voix réclament un cadre international pour restreindre la commercialisation de la gestation pour autrui. Aux dernières nouvelles, les jumeaux du couple de la Colombie-Britannique sont sortis de l'hôpital, mais le couple attend toujours les documents nécessaires pour revenir au pays. Après la pause, les ZEC dans la mire du ministre de la Faune. Le ministre, il l'a dit, il a dit, si je prends le bâton puis si je frappe à l'automne, ça va frapper fort peut-être. On est au pied du mur pas mal. L'automne dernier, la diffusion de notre enquête sur l'intimidation et l'appropriation du territoire public à la chasse a suscité beaucoup de réactions. Le ministre responsable, Laurent Lessard, a annoncé une réforme prochaine sur les ZEC, des territoires aux prises avec ces problèmes. Notre équipe est retournée dans la ZEC Cazaux en Gaspésie pour assister à l'Assemblée générale qui a eu lieu dimanche dernier. Comme à chaque mois de mars, les membres des zones d'exploitation contrôlée, les ZEC, tiennent leurs assemblées générales. Nous sommes à l'assemblée de la ZEC Cazaux. Il y a de la tension dans l'air. Plusieurs ici ont été passablement remués par la diffusion, en décembre dernier, de notre reportage sur les guerres de territoire entre chasseurs et sur l'intimidation qui en découle. Ici, on est dans notre trou, nous autres, là. Non, moi, je discute pas. Non, si vous voulez, vous apprenez le chemin de retourner parce que moi, je vais aller chercher les gars en haut puis on va revenir vous voir. Et par 3 reprises, j'ai été apostrophé, engueulé. On va trouver une solution adéquate pour que le territoire du Québec soit accessible, M. le Président. Le ministre responsable des Forêts et de la Faune, Laurent Lessard, a réagi. Honnêtement, on ne peut pas rester les yeux fermés et les bras croisés. J'accepterai pas ça. Il y aura une réforme, dit-il, et elle va toucher d'abord l'immense réseau des 63 ZEC du Québec, dont les territoires sont souvent devenus des chasses gardées. L'omniprésence territoriale, je veux pas que ce soit des rues puis des identifications de condos. Je veux que la forêt reste la forêt. Il faut se poser la question de la présence d'installations permanentes. Les installations permanentes, ce sont principalement des caches qui ont été érigées illégalement partout en forêt. Elles servent à guetter le gibier, mais aussi, très souvent, à marquer sa présence et à s'approprier un secteur. C'est un problème que très peu de ZEC ont réussi à gérer à la satisfaction générale. Je m'excuse bien, là, mais des caches, il y en a partout ici. C'est tout... Aussitôt que tu vois une cache, tu peux pas y aller. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de territoire, parce que c'est juste ça, des caches ici. Si tu regardes tout partout, il y en a. Ça veut dire qu'on peut pas chasser. Le président de la Fédération des gestionnaires de ZEC du Québec, Mathias Dufour, prépare le congrès annuel de son organisme qui se tiendra à la mi-avril et où cet enjeu sera au cœur des discussions. Les caches, c'est de la tolérance. On voit tous des illégaux dans les caches, là. On voit tous des illégaux. Sans être coercitif, on prend un délai raisonnable. 2 ans, 3 ans, puis ça disparaît. Mais le président Dufour sait très bien que les membres des ZEC risquent de faire la sourde oreille à une telle proposition. Un chasseur d'orignal, c'est un ventre affamé, ça n'a pas d'oreille. C'est presque un pouvoir de clan, au fond, là. Ils rentrent dans les assemblées puis ils prennent le contrôle. C'est aussi clair que ça. Est-ce que je cherche présentement une équipe de Radio-Canada? Dès l'ouverture de l'Assemblée générale de la ZEC Cazaux, la présence des caméras est contestée. Des reportages, des torchons, on a eu assez, et c'est peut-être l'occasion aussi
de montrer qu'on est autre chose que ça. Donc, je vais vous demander de voter. Le vote est demandé pour ou contre notre présence. Ceux qui sont contre, à majorité. Donc, je demanderai aux gens de Radio-Canada, s'il vous plaît, de ramasser leur instrument. L'Assemblée ne prendra aucune décision immédiate sur l'avenir des caches. Un sondage est lancé dont les résultats seront acheminés au Congrès national. Dans la salle, un homme se lève. Il a été choqué par notre expulsion. On a fait voir un visage de certains membres qui n'était vraiment pas celui que notre corporation véhicule depuis le début de sa fondation. S'il y a des gens qui ont l'intention d'avoir des domaines privés à l'intérieur de la ZEC, bien, je les inviterais à quitter la ZEC. Sa parole porte. Il s'appelle Roméric Charret et il a été, 4 décennies plus tôt, président fondateur de la Corporation d'exploitation des ressources phoniques de la vallée de la Matapédia, qui a donné naissance à la ZEC Cazaux. C'est bien certain que les gens qui sont à proximité de la ressource vont avoir une tendance de reconnaître un certain niveau de propriété. Mais je pense ce qu'il faut faire, là, c'est emmener les gens à un transfert et de bien comprendre que la propriété du public demeure la propriété de l'ensemble des Québécois. À la sortie de l'Assemblée, on pouvait sentir se lever un certain vent de changement. Je suis convaincu, puis je suis très confiant au monde de la vallée, au monde de par ici. Je suis très confiant qu'il va y avoir une grosse amélioration là-dessus. Mais ce qu'on peut proposer, c'est d'essayer de ne pas s'organiser qu'il y ait des petits clubs à l'intérieur des ZEC, parce que c'est libre accès à tout le monde. C'est ça, la loi des ZEC. Le président, Claude Tremblay, tout juste réélu, sait qu'il y a urgence d'agir. Que le ministre, il l'a dit, il a dit que amenez-vous des solutions, amenez-moi des solutions, parce qu'il dit la balle est dans votre camp. Parce qu'il dit, moi, si je prends le bâton puis si je frappe à l'automne, ça va frapper fort peut-être. C'est ça qu'il nous a dit le ministre. En voulant dire, vous êtes au pied du mur. On est au pied du mur pas mal. La ZEC Cazaux est loin d'être la seule aux prises avec des conflits entre chasseurs. Ce sont toutes les ZEC qui sont appelées à revoir leur façon de faire. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et aussi revoir nos reportages. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le dimanche à 14h sur ICI Radio-Canada Télé et à 18h au Réseau de l'Information. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Merci d'avoir été là. Bonsoir. À la semaine prochaine.